J'ai pris le calibre, je l'ai mis à ma taille. Je suis rentré dans la banque, je suis ressorti au bout de 15 minutes, sans violence, sans rien. Je suis passé par toutes les émotions, j'avais l'impression d'avoir une gastro, d'avoir envie de vomir, d'avoir envie de me pisser dessus. Mais une fois que je suis rentré à l'intérieur, tous ces symptômes-là se sont envolés. C'est comme si j'avais l'impression d'avoir été fait pour ça. Les braqueurs. Tito. Épisode 1. Chaque fois que je passe devant une petite banque, je me dis allez, si on remettait le couvert, mais bon, je le dis toujours pour rigoler. C'est vrai que même si je connais le mode opératoire et que je pourrais remettre ça, mais pour l'instant, j'ai pas besoin de retourner au charbon, tout se passe bien et pourvu que ça dure. 11 braquages, un visage découvert, une dépression sévère qui me fait tomber dedans, quoi. Tant qu'on n'a pas mis un nom sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qu'on est en train de faire, on n'est pas conscient, on ne sait pas, quoi. Et on cherche à en finir avec la vie d'une façon ou d'une autre, mais on a plus envie que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse que soi-même, quoi, pour pas avoir le sentiment d'être un lâche ou quoi que ce soit, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de disparaître. Pendant toute ma période, les 5 mois et 11 banques que j'ai braquées, je ne vivais que pour ça. Me dire que je vais sortir, je ferai un faux mouvement. À cet instant, on va me cribler de balles ou je sais pas, et on me donnera mon petit cadeau. Je suis venu d'Haïti. C'est-à-dire, ma mère, elle est arrivée ici, elle avait peut-être 18 ans. C'est-à-dire, elle m'a mis au monde et elle s'est barrée avec mon père. Et elle m'a laissé entre les mains de ma grand-mère. Elle a attendu d'économiser, de travailler comme femme de ménage. Mon père, il travaille à l'usine chez Citroën. Et ils ont économisé et ils m'ont fait venir moi et ma grand-mère d'abord. Et c'est à l'âge de mes 5 ans, c'est là que j'ai su que ma mère elle vivait en France. Ici, c'est le quartier Karl Marx. Mais c'est toujours Bobigny, quoi. C'est là où je suis arrivé en sortant d'Haïti. C'est beau, hein. Administrativement, moi je suis né de nom Roosevelito Bernardin. C'était assez facile à la période où je suis venu pour avoir les papiers. Il nous avait juste fallu de franciser le nom pour qu'on puisse m'octroyer les papiers français. C'est-à-dire de Roosevelito, c'est passé à Pierre. Pierre, c'était le nom de mon père. Pas la personne que je porte le plus dans mon cœur. Lui, dès qu'il avait un coup dans le nez, il fallait qu'il se défoule sur sa femme, sur ma mère, quoi. Celle qui lui repassait ses vêtements, qui faisait la bouffe, qui attendait sagement, quoi. J'ai assisté à tout ça, impuissant au début, parce que j'étais peut-être un peu craintif. C'est-à-dire, quel que soit ce que je vais faire, est-ce que ça va le faire partir ? Et toute cette souffrance dans les yeux de ma mère, je me suis dit, attends, ça peut pas durer, quoi. Faut que ça stoppe. Mais à un moment donné, juste une image, juste un mot peut vous faire changer la vie. Moi, c'était une posture de ma mère, recroquevillée sur elle-même, en train de nettoyer un poulet. Et ce père sortant encore chez une de ses putes et
Là, je me suis mis devant lui, je lui ai dit, écoute, tu vas arrêter ça tout de suite parce que c'est l'énervement qui commence à monter dans ma tête. Mais à ce moment, comme j'arrivais plus à parler et cette colère commençait à monter, mais j'ai pris un couteau. Le couteau, je lui ai mis sous la gorge. Que j'ai bien appuyé pour lui faire sentir que j'étais déterminé. Et je lui ai dit, tu sais quoi, c'est la dernière fois que tu vas lui lever la main dessus. C'est la dernière fois que tu vas lui crier dessus. Et c'est simple. Aujourd'hui, on ne veut plus te voir dans la baraque. Et c'est de là qu'à mes 13 ans, j'ai fait partir mon père du foyer. Voilà. Une fois que mon père, on l'a fait dégager de la baraque, j'ai commencé à bosser très tôt. C'est-à-dire, j'ai passé mon diplôme de carreleur mosaïste. Je travaillais sur les chantiers, des trucs comme ça. Après, 17 ans, je fais une connerie avec des potes à moi. On défonce une boutique. C'était une boutique de farce et attrape, des pétards. On a rempli des sacs de pétards, des gros mammouths, on était contents comme des gamins. Et on s'est dit, allez, on va tout faire péter, on va les s'éclater. Sur le chemin, on se fait rattraper par les flics. Le jour du jugement, la proposition qu'ils m'ont faite, c'était soit la prison à 17 ans, soit je partais à l'armée dans une caserne semi-disciplinaire. Chose que j'ai acceptée pour éviter la prison. Je suis resté 24 mois. Et quand j'ai voulu m'engager, j'avais tellement de casseroles derrière moi, on m'a refusé l'incorporation de m'engager. Je suis retourné dans la vie civile. Après, un soir, j'allais me balader. J'allais en boîte avec un ami. Et je passais par la rue Saint-Denis. Je suis tombé face à quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui était un peu plus âgé que moi. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il m'a dit il protégeait les nanas, tout et tout. Et j'ai regardé comme ça, j'ai dit mais je peux faire ça moi aussi. Il m'a dit ouais, pourquoi pas, tu pourrais le faire, tout et tout. Ouais. Il m'a dit ouais, je pourrais te prendre sous mon aile, à l'entraînement, tout ça. À mon âge, à la vingtaine, quelqu'un que tu te dis que tu peux voir que dans les films, te dire un truc comme ça, c'est flatteur. Peut-être que c'était sa façon d'opérer pour me mettre en confiance et de me mettre un peu plus dans sa poche, quoi. Mais il m'a donné 10 000 francs, il m'a dit éclate-toi. Achète-toi 1 ou 2 costumes, sors, prends 1 ou 2 potes avec toi et va t'éclater, tu verras. Je dis, il va voir quoi? La seule chose qu'il va voir, c'est que je vais éclater son argent. C'est ce que je me suis dit, à 20 ans, avoir 10 000 francs comme ça. Et j'ai pris 10 000 francs, je suis parti en boîte et le lendemain, je ramené une nana qui voulait bosser. Un mois après, je lui en ramené une autre. C'est comme s'il a voulu me faire montrer que, regarde, quand tu as de l'argent, c'est différent que quand tu n'en as pas. Je rentrais dans des endroits où j'avais pas l'habitude d'aller. C'est l'argent qui a pu m'ouvrir les portes de ces clubs-là et c'était essentiel. Chaque mois, je me faisais 20 000 francs à mon jeune âge. Voilà, en échange, il n'y avait pas d'acte sexuel. Je travaillais pour ces filles par le biais du Big Boss, du Proxo. Et lui-même, comme il disait, interdit de toucher, quoi. Il n'y avait pas de relation sexuelle, rien du tout. Ces femmes-là que j'ai pu protéger, côtoyer, je les remercie parce qu'elles ont plus eu ce rôle d'éducatrice sexuelle. Non pas dans la pratique, mais dans la théorie de comment amener le désir sans pénétration, sans plein de choses. Et, elles ont été des profs et j'ai préféré qu'elles soient tenues à ce rôle de prof que d'objet sexuel, quoi. Ça a été mes premières années où je suis rentré, comme on va dire, dans un milieu du grand banditisme, on va dire. Et ces années-là ont été très bénéfiques pour moi parce que j'ai pu acquérir encore plus de maturité. C'est peut-être aussi ces années-là qui ont fait que j'ai acquis
cette patience et ce calme. Je suis sorti de ce milieu parce que il y a eu cette vague d'assassinats à un moment donné où c'était la guerre, quoi. C'est machine à sous, prostitution, le terrain. Cette concurrence est arrivée jusque sur le gars pour qui je travaillais, papy, quoi. Ils ont commencé à éliminer telle personne, ils en sont à éliminer le papy. Et moi, dès qu'il est mort, je me suis écarté. Il fallait que je sorte de ce milieu pour retrouver le moi que j'étais. Je pensais que tout m'était dû, quoi. J'avais une revanche à prendre sur rien du tout, si ce n'était que réussir ma vie correctement, honnêtement, en ayant une petite vie de famille propre, comme tout le monde désire avoir. Oui, ça pour moi, c'est une revanche sur ce que notre père nous a fait subir. Il y a des cartes qui sont distribuées sur cette vie-là, mais j'ai pas eu les bonnes cartes qu'il fallait. Il a fallu que je trace mon chemin avec les cartes que j'avais en main. Avant d'en arriver à la série de braquage, tout ça, j'étais marié, je menais une vie tranquille, une vie pépère, avec une femme, policière elle-même, et la trentaine, tout se passait bien. J'étais chef de poste dans une grande boîte de sécurité. Et après, le basculement, avec l'annonce de la stérilité de cette femme, j'ai fait montrer à cette femme que, quoi qu'il arrive, qu'elle puisse pas avoir d'enfant ou pas, on en adoptera. Et il y a eu un tas de pression elle-même, trop jeune pour supporter tout ça. Elle a succombé à toute cette pression et a demandé le divorce. Tout a basculé à ce moment-là parce qu'on n'en parle à personne. On garde tout pour soi. Pour moi, toute ma vie, ça a toujours été ce combat acharné, être l'inverse de ce que mon père a pu être. Ce mauvais père, ce mauvais mari, et m'en frapper sa femme. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? C'était toutes ces questions-là qui me rongeaient. Ce sentiment d'échec total, d'avoir foiré là où je voulais à tout prix réussir. J'ai continué à sombrer. Mais ce sombrage m'a emmené jusqu'à un moment donné où je me suis dit j'en ai plus rien à foutre. J'avais l'impression d'avoir perdu la personne qui m'était le plus chère au monde. Alors, à quoi ça sert de continuer si j'ai pas ma moitié à côté de moi? Après, un matin, je me réveille, je dis j'en ai plus rien à foutre. J'avais une arme devant moi et je dis quoi, je m'en fous dans la tête? Non. Je tire sur les gens? Non, c'est pas dans mon tempérament, c'est pas ça. Je dis qui mieux qu'un flic peut m'allumer? Mais comment faire pour qu'il puisse venir m'en mettre une? Alors c'est resté en suspens et après des amis viennent me chercher, me font monter dans une voiture, on va se balader. On devait aller manger au restaurant, je crois. C'était en 2005. Et je me suis mêlé d'une conversation que j'aurais peut-être pas dû. Où eux prônaient leurs exactions passées en mettant en avant leur côté assez pro. À un moment donné, je pense que ça m'a gonflé de les entendre parler de leur façon de braquer. Moi, je voyais plus de la violence dedans qu'autre chose. Alors, je me suis permis de leur dire que voilà, je suis désolé. Si c'était moi, il n'y aurait pas eu de violence, il n'y aurait rien eu de tout ça. Ils m'ont demandé de fermer ma gueule, chose bien sûr que j'ai pas fait. J'ai dit non. Et sans le savoir, ils ont continué à avancer la voiture. Et ils se sont arrêtés devant une banque. Il y en a un qui m'a sorti un calibre. Il m'a dit, puisque j'ouvre ma gueule,
Soit je la ferme, ou si je continue à l'ouvrir, je prends ce calibre et je vais leur montrer comment j'aurais pu faire. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, tu cherches à en finir avec la vie, c'est peut-être ce moment-là. Tu vas peut-être rentrer dans cette banque-là. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu auras la délivrance à l'extérieur face à la police. Tu n'auras qu'à faire un faux mouvement ou quoi que ce soit et tu auras la paix. J'ai pris le calibre, je l'ai mis à ma taille. Je suis rentré dans la banque, je suis ressorti au bout de 15 minutes, sans violence, sans rien. 4 500 €. Je suis sorti de la banque comme je suis rentré. Tout simplement. Un visage découvert. Je sors de la banque et c'est quand je commence à marcher et que j'avance vers la voiture. Là, j'ai ressenti sur le moment une fierté, mais pas une fierté de ce que je venais de faire, mais une fierté d'avoir pu faire en sorte qu'ils... Je savais qu'ils allaient fermer leur gueule, quoi, parce que moi, je l'avais pas ouvert pour rien, quoi. Moi, je vous ai dit que j'allais faire quelque chose propre et sans violence. Et j'ai balancé l'argent comme ça sur eux, voilà. Et personne n'a rien dit, ils m'ont regardé stupéfait, c'est tout. Comme je dis, je suis dans cette dépression, je suis à la recherche de quelque chose. Me faire tuer. À suivre. Et je vais pas m'arrêter là tant que j'ai pas eu ce que je veux. Sur arteradio.com.